Merci beaucoup, John Marco, pour nous avoir fait cette présentation très claire. Je vais passer la parole au public, comme il se doit dans ce type d'exercice. Et je vous demanderai donc de poser sans retenue aucune toutes les questions, toutes les demandes, les éclaircissements que vous souhaiteriez avoir de notre intervenant. Excusez-moi, je voulais faire une petite intervention et signaler à M. Servetti que la région Guadeloupe a la possibilité actuellement de régler ces problèmes d'énergie parce que nous avons la possibilité de faire des lois. C'est la première région en France qui a cette possibilité. Donc nous pouvons prendre des décisions réglementaires, première chose. Et deuxième chose, je vais poser vraiment la question qui fâche. Actuellement, il y a toute une discussion au niveau de Marie-Galante, concernant l'île de Marie-Galante, concernant la possibilité de construire une usine bagage charbon, etc. Qu'est-ce que vous conseillez en la matière, s'il vous plaît? Et la discussion vise sur quel aspect? Se lancer dans la construction d'une usine, n'est-ce pas, si je me trompe, le public est là, bagage charbon, comment ça marche, est-ce que c'est une perspective d'avenir, est-ce que c'est polluant pour une petite île comme Marie-Galante? Vous connaissez Marie-Galante, non? Vous ne connaissez pas? Non, pas du tout. Mais c'est une petite île à côté de la Guadeloupe. Je vis sur la carte. Voilà, tout d'accord. Il y a toute une discussion à ce sujet. Voilà. Bah, bien, il y a déjà une usine à bagage charbon en Guadeloupe. Voilà. Et bien sûr, c'est une technologie qui est en part renouvelable. C'est-à-dire qu'ils utilisent une combinaison de bagages et de charbon pour plus ou moins moitié de l'année, quand ça correspond à la période de production agricole. Et le reste de l'année, on utilise du charbon. Bien sûr, c'est polluant en termes de charbon, mais c'est aussi assez bon marché. Donc c'est une bonne opportunité pour produire de l'électricité à un coût bon marché. Et c'est aussi très important parce que c'est une technologie stable, donc qui peut satisfaire la demande de base. Donc certainement, s'il y a encore des déchets de la bagasse qu'on peut utiliser pour augmenter la production électrique avec cette technologie, je pense que ce serait une excellente chose. Même en considérant que l'alternative, ça peut être de brûler juste du charbon. Donc c'est vraiment une technologie, en plus c'est une technologie extrêmement mature, ou mûre, si on dit. Donc de mon point de vue, ça fait énormément du sens économique et ça pourrait vraiment aider. Bonjour, donc Jean-Rémy Coquille, sur ce dernier point, Marie-Galante, je voudrais juste apporter une petite précision. Vous êtes qui là? Jean-Rémy Coquille, donc je suis commissaire au développement productif pour les Antilles. Simplement apporter une précision pour dire que les mauvaises nouvelles ont parfois la peau dure, mais ça fait à peu près 1 an que le projet sur Marie-Galante a évolué vers la recherche de la construction d'une usine bagasse biomasse, avec éventuellement un appoint très limité en matière de charbon. Mais je voudrais simplement passer l'information que l'idée d'avoir une usine bagasse charbon telle qu'elle avait été effectivement imaginée il y a 2 ans, elle n'est plus d'actualité, ni pour Marie-Galante en Guadeloupe, ni bien entendu pour le Galion en Martinique, et qu'au contraire, les 2 régions s'intéressent au développement de l'accès à une biomasse bois. Et si projet il y a, c'est dans ce sens qu'il se développera. C'est une excellente nouvelle, bien sûr. Et aussi, la technologie de biomasse, en général, est aussi économiquement viable et bien prouvée. Simplement, profitant de votre présence, je voudrais vous poser une question. Sur cette question justement de la biomasse bois, quelle est la vision que vous avez sur l'organisation à venir d'un marché de cette biomasse bois, puisqu'on voit qu'il y a différentes sources de production dans la zone, les États-Unis eux-mêmes, le Canada, et bien entendu Guyane, Suriname et Brésil. Est-ce que vous pouvez nous donner une vision sur l'évolution et la construction de ce futur marché? Oui, vous avez bien dit, les États-Unis par exemple sont un grand producteur de biomasse forestale, et aussi plusieurs d'autres pays de la région des Amérique du Nord et Amérique du Sud et Amérique centrale. Ce qui est important là pour des questions environnementales, c'est une certification de management forestal qui soit soutenable. Et il y a déjà différentes entités comme
j'oublie là maintenant, le Forestry Association, quelque chose comme ça, qui ont mis en place des processus de gestion des forêts, comme par exemple de la rotation de la production de bois, certaines limites, certains temps qu'il faut atteindre en dépendant des différentes espèces d'arbres pour gérer les forêts d'une façon soutenable pour que la production de biomasse ne crée pas de problèmes, comme par exemple à Haïti. Là, ce n'était même pas de la biomasse pour l'électricité, c'était juste brûler du bois pour différentes régions, pour cuisiner, pour tout. Donc, c'est ça qui est la nouvelle frontière pour bien profiter de cette technologie, en créant des chips qui sont créés avec, par exemple, les arbres qui ne sont pas bons pour une production commerciale, ou pour toute la partie, là je connais les termes en anglais, je ne connais pas les termes en français, toute la partie des branches qui sont en bas et qu'il faut couper de temps en temps pour permettre à la forêt de pousser bien. C'est des choses que jusqu'à présent, et j'étais par exemple au Chili, ça fait 2 semaines, avec un grand producteur de bois du sud de la Patagonie, Monte Alto. Jusqu'à présent, ils ont laissé tous ces déchets des branches par terre, et après, ils passent à un autre secteur de la forêt, et ils font rien avec ce bois qui tombe par terre, tandis que ça pourrait être ramené, préparé en chips et brûlé pour différentes technologies. Il y a la technologie juste de combustion. On fait fonctionner une turbine et on produit de l'électricité. Il y a de nouvelles technologies de gazification qui coûtent encore très cher et qui ne sont pas encore commercialement prouvées, mais qui sont un peu plus efficaces, c'est-à-dire ils transforment la biomasse dans un gaz qui peut brûler mieux que juste les wood chips. Et après, il y a aussi les utilisations juste thermiques pour chauffer, ou dans certains cas pour créer aussi de l'air conditionné. Et par exemple, bon, ce n'est pas le cas ici dans les Caraïbes, mais en Patagonie, on peut juste brûler les chips pour du chauffage. Mais la chose importante, c'est vraiment la certification des aspects de management de forêt. Et c'est très important, pas seulement parce que c'est une bonne chose, mais aussi parce que les bailleurs de fonds ont des qualités requises très précises. La Corporation financière internationale, le BID, la Banque interaméricaine de développement, sont des sources très importantes de financement pour les économies émergentes, ne vont pas financer les projets de biomasse s'il n'y a pas de certifications, s'il n'y a pas des pratiques soutenables de préparation de cette ressource. Donc c'est une question pas seulement idéale, c'est une question très pratique. Si je n'ai pas ça, je n'obtiens pas l'argent, je ne fais pas le projet. Bonjour, Frédéric Gérard, Explicit. J'aurais 2 questions en fait. Oui. La première sur l'éolien que vous avez évoqué. Vous savez ici qu'on a une technologie qui est basée sur un système d'éoliennes rabattable du fait des conditions cycloniques. J'aurais voulu avoir votre sentiment sur les opportunités et sur l'avenir de cette technologie, puisque dans la Caraïbe, on n'a pas forcément ce même modèle de développement d'éoliennes rabattables dans d'autres pays. Ouais. Je pense notamment à Saint-Domingue ou à Cuba où il y a des éoliennes qui se développent et qui ne sont pas sur cette technologie. Et ma deuxième question, c'est sur un autre sujet. On a beaucoup évoqué tout ce qui était énergie renouvelable. Moi, j'aurais une question sur l'efficacité énergétique. Comme M. Falem l'a évoqué, la région Guadeloupe a une habilitation en matière d'énergie et a développé une réglementation thermique très adapté à son climat et aux conditions caribéennes. J'aurais voulu savoir si pour vous il y a des opportunités à l'export. Est-ce que les modalités de construction qu'on observe en Guadeloupe et en Martinique peuvent être transposées dans d'autres pays de la Caraïbe et offrir des opportunités à l'export? Merci beaucoup, c'est 2 excellentes questions. Pour commencer, la technologie de l'éolien rabattable, comme par exemple Vernier développe, et une solution pour des régions comme celle-ci qui sont sujets aux... comment on dit en français? Les ouragans. Voilà. C'est une technologie qui est très intelligente et qui permet d'éviter des dommages très grands à l'équipement, bien sûr. C'est juste, ça coûte beaucoup plus cher, entre 50 et 100% plus cher que les technologies habituelles. Donc d'un point de vue de plan d'investissement de moindre coût, c'est une question de voir si ça coûte moins cher peut-être d'avoir des systèmes d'assurance pour les turbines normales, ou si ça coûte moins cher d'avoir des turbines comme ça
qui coûtent plus cher à construire et aussi à opérer dans les cas où il faut effectivement les rabattre. Et là, ça dépend un peu du contexte dans lequel on parle. On avait fait pour l'île Maurice un plan d'investissement électrique de moindre coût économique. Ils nous avaient demandé de faire ça pour eux, c'est-à-dire en considérant les externalités positives que les renouvelables peuvent ramener. Et là, on avait trouvé que les éoliens rabattables n'étaient pas économiquement viables. C'est-à-dire que ça, juste en voyant le coût, ça coûtait moins cher juste d'avoir d'autres technologies, même du diesel, que ça. Donc, notre message à un pays comme l'île Maurice, c'était, bon, s'il faut développer une technologie qui coûte plus cher, ça ne devrait pas être vous qui paie pour ça, ça devrait être les pays riches, par exemple.